Vous savez que c'est une tradition. Ceux qui ont un peu entendu parler de la pièce Djihad savent qu'après chaque représentation, il y a eu un débat. Et en général, Ismaël était accompagné de quelqu'un qui l'aidait à décoder les problèmes qui se posent, parce que c'est une pièce très forte. Il y a beaucoup d'émotions aussi dans ce type de pièce, mais je pense, nous pensons tous, qu'elle pose un certain nombre de problèmes et qu'il est important, après les représentations, d'avoir un débat. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Firouzeh Nahvandi, ma collègue Firouzeh Nahvandi de l'ULB, qui est une spécialiste, alors je vais vous dire de l'islam, du développement, des problèmes de genre aussi, plus récemment dans le monde musulman notamment, qui avait fait ses études secondaires à Téhéran, au lycée français, je pense, et puis qui est venu faire ses études à l'ULB, qui est devenu professeur chez nous. Et donc, je suis très heureux de pouvoir l'accueillir, parce que je pense qu'un certain nombre de questions importantes se posent après la pièce, et Ismaël m'a dit qu'il n'était pas à même lui-même de répondre à toutes ces questions, et sûrement pas moi qui vais simplement animer le débat. Alors, je pense que Firouzeh voulait dire un petit mot pour commencer, pour cadrer sa présence. Merci beaucoup de m'avoir invité, de me donner l'occasion donc d'essayer de vous parler un tout petit peu de mon expérience. Et donc, ce que je voulais peut-être dire avant qu'on commence le débat, c'est que je ne suis pas spécialiste de toutes ces choses-là. C'est très gentil de me présenter comme ceci. C'est vrai que j'étudie, en fait, en tout cas depuis 1979, l'islamisme. Tout simplement, je pense que c'est ça qui peut-être justifie aussi d'une certaine manière que je sois parmi vous. Depuis 1979, j'ai commencé parce que je suis aussi d'origine iranienne, mais je suis également un réfugié qui donc a été accepté et qui a intégré ou qui a vécu en tout cas sa vie en Belgique. Et pour cela, d'ailleurs, je voudrais remercier tous mes collègues qui, dans les difficultés du parcours, m'ont aidé et m'ont épaulé. Mais donc, j'étudie depuis 1979 la montée de l'islamisme, la manière dont dont cet islamisme s'est répandu, le pourquoi, et bien évidemment, puisque je dis 1979, il s'agit de la montée et la prise de pouvoir des islamistes en Iran. Je rappelle pour les plus jeunes qu'en 1979, nous avons eu pour la première fois une prise de pouvoir des islamistes par une révolution et par le haut, et c'est la seule fois jusqu'encore aujourd'hui où l'islamisme a pris le pouvoir de cette manière. Et dans 1979, et c'est un petit peu ironique aussi de le dire, l'Iran s'est retrouvé au banc de la société internationale, de la communauté internationale, et c'est assez intéressant de voir comment cette même société court derrière l'Iran aujourd'hui, plus de 30 ans après, et quelle place on lui donne. Donc on peut aussi dire que l'histoire évolue, et parfois de manière assez ironique. Mais ceci dit, en 1979, il y a eu un autre événement qui me semble aussi tout à fait important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et qui est aussi une racine de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques. Et cette invasion a justifié, et là on l'oublie aussi peut-être, et il faudrait le dire, que le fait, et nous étions en 1979 dans le monde bipolaire, on était dans la guerre froide, et donc tout justifiait qu'on se batte contre les communistes, et donc c'est à cette époque-là que l'Occident et les pays arabes en particulier ont financé la résistance contre le communisme, et que donc on semait aussi d'une certaine manière les graines de ce qui vont devenir les djihadistes de l'époque. Ces djihadistes, donc ces jeunes afghans d'abord, et puis de jeunes musulmans qui venaient de
tous les pays du monde et qui se sont retrouvés en fraternité, se battant contre le communisme, et donc encensés parce que se battant contre le communisme. Et puis, une fois que l'Union soviétique est tombée, personne ne savait plus quoi faire, d'ailleurs, de ces jeunes, et c'était très difficile de les réintégrer, surtout dans leur pays d'origine. Et puis, ceci a donné petit à petit, à partir de 1979, naissance à ce mouvement que tout le monde connaît puisqu'il s'agit de Al-Qaïda, que l'on va aussi considérer comme étant une étape encore vers ce que sont aujourd'hui les mouvements djihadistes, entre autres l'État islamique et entre autres tous ces mouvements qui appellent vers le djihad et qui a été donc le sujet principal de cette pièce. Alors, juste encore quelques mots. Si je vous raconte cette continuité, c'est pour dire que l'État islamique ou les mouvements djihadistes d'aujourd'hui sont d'une certaine manière la continuité de ce qui s'est mis en place à partir de 1979. Ils en partagent beaucoup de caractéristiques, mais en même temps, il y a une différence essentielle, et ça c'est ce qui a été aussi montré dans la pièce, c'est que ceux qui font le djihad ou ceux qui partent aujourd'hui pour le pays du Cham, pour faire la guerre en Syrie, en Irak ou ailleurs, sont beaucoup, pour beaucoup, des personnes qui partent de l'Occident, qui partent des pays européens, ce qui fait que les questions et l'incompréhension est bien évidemment beaucoup plus grande, et c'est ce qui touche plus particulièrement la population européenne et qui fait que, entre autres, nous sommes là. Voilà. Merci beaucoup Firouzeh, parce qu'il fallait faire ça en l'espace de quelques minutes, et je trouve que tu l'as fait avec beaucoup de clarté, de talent. Dans la pièce qui était très très bien, intégrisme semble être un vilain mot, intégration. Le contraire de l'intégration, c'est le ghetto. Alors, les deux limites. Alors, une communauté, disons, musulmane, marocaine qui vit en Belgique, est-ce qu'elle doit se mettre dans un ghetto ou au contraire s'intégrer? D'accord. Ok, je note. On en prend 3, 4. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Oui, encore une question? En fait, t'en prends 4. Oui, quelque chose comme ça, 4. Il faut regarder chacun. Il faut bien lever la main. Oui, levez bien la main. Moi, je regarde au milieu, Firouzeh à gauche et Ismaïl à droite. Et comme... Moi, je suis toujours à droite en général. Bon, alors, Parfois même à l'extrême. tout d'abord, un grand bravo pour cette magnifique pièce. Et je vais poser une question qui va être sans doute malheureusement désagréable. Est-ce que vous n'avez pas peur pour votre sécurité? Oh, c'est pas désagréable, je répondrai, pas de souci. Merci. Oui, une troisième question, là-bas. Il y a deux questions là à gauche. Et puis on va prendre les réponses et on refera un jeu de questions. Bonsoir et merci pour votre pièce, pour votre jeu et à vos collègues également. La femme, la mère dans la pièce, quid des filles aujourd'hui? Ok. Oui, et encore une question, madame là-bas. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais féliciter votre travail parce que je trouvais la pièce très bien faite et émotionnellement chargée. Et ensuite, je voulais juste demander s'il était possible de définir le terme djihad, parce que la manière dont c'est présenté, c'est pas vraiment ce que c'est exactement. Et aussi le terme islamisme que vous aviez utilisé, madame, si c'était possible de le définir également. Voilà, merci. Ouais. Donc je vais prendre ce qui me concerne et alors s'il y a des choses, vous me dites, madame. Donc je vais commencer par l'intégration. Alors oui, je vais me représenter. Bon, je m'appelle Ismaël Saïdi, j'ai écrit le spectacle que vous venez de voir, je l'ai mis en scène, donc j'ai joué dedans. J'ai 39 ans, je suis né à Saint-Josse et j'ai grandi à Scarbeck. Ça c'est là d'où je viens. Et donc je vous le dis pourquoi. Et mon boulot, c'est d'écrire des histoires, voilà, comme ça. Et vous en avez vu une juste ce soir. Alors l'intégration, c'est un vilain mot
en fait, quand il s'adresse à moi. Alors, je vais vous expliquer. Je comprends ce que vous avez voulu dire. Et donc, mon père est venu fin des années 60, début 70, en Belgique pour travailler, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Lui, il a dû s'intégrer, ça ne me pose aucun problème. Je veux dire, il est arrivé en Belgique, il ne parlait pas la langue, il a dû travailler, apprendre la langue, apprendre les us et coutumes, la culture, des choses qu'il ne connaissait pas. Et c'est normal. Et donc, mon père s'est intégré sur les, je sais pas, 40, 50 ans qu'il est ici. Et du coup, là, il est super intégré au point que plus belge que lui, tu meurs. Ouais, peut-être pas du faciès, mais en tout cas, plus belge que lui, tu meurs. Mais quand le mot intégration est envoyé à quelqu'un qui, comme moi, est né à la clinique Saint-Étienne, au fin fond de Saint-Josse, et qui la seule émigration qu'il ait commise, c'est de sortir de là pour aller à la Chaussée d'Acte un peu plus loin, on se pose des questions de se dire, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on va intégrer quelqu'un qui est né ici, qui a grandi ici, quelle que soit l'origine, quelles que soient les différences culturelles issues de ses parents ou que sais-je? On a une génération qui est née ici, qui a grandi ici. Dans le spectacle, je le dis, qui a été dans les mêmes écoles que Michel, Paul, Marc, Catherine, Valérie, et qui donc, à un moment donné, a une identité commune avec tout le monde. Donc, ce mot, il me dérange quand il est adressé à une génération de personnes nées ici ou étant venues très jeunes ici, ayant été scolarisées, parce qu'il devient politique. Il est utilisé tous les 4 ou 6 ans pour masquer des échecs et pour dire « Ah, ben, si ça foire, c'est l'échec de l'intégration ». J'ai connu ça toute ma vie. Il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu un échec d'intégration. Il y avait eu des émeutes à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, dans les années 90, à Forêt. C'était l'échec d'intégration, puis ils nous ont offert des tables de ping-pong. J'ai dit, tiens, des tables de ping-pong, on a fait une émeute, les gars, qu'est-ce qu'on va faire avec le truc? Calmez-vous avec ça, c'est bon, c'est pour vous intégrer. Donc, l'intégration a toujours été utilisée comme une espèce de mot fourre-tout. Donc, encore une fois, si moi je quitte Bruxelles et que demain je vais habiter à Liège, je vais devoir m'intégrer à Liège. Ça, c'est logique. Et là, on peut parler d'intégration dans ce cas-là, me dire, voilà, Ismaël a quitté Bruxelles, il faut qu'il s'intègre, ce n'est pas les mêmes manières de faire les choses, peut-être. Il n'utilise pas le mot cook pour la même chose que moi, par exemple. Donc voilà, mon père aussi, mais moi pas. Et surtout pas mes enfants, qui sont nés de parents nés ici. Ce cercle ne veut pas s'arrêter. Et c'est plus possible, il va falloir que ça s'arrête. Je vais juste terminer par rapport à la réponse sur intégration. Et je ne parle pas de ghetto. Les ghettos me dégoûtent, et les ghettos moraux plus que les ghettos physiques, parce qu'on sort facilement d'un ghetto physique, mais pas très facilement d'un ghetto moral, et j'expliquerai plus tard ce que c'est. Donc les ghettos, ce n'est pas du tout une solution, loin de là. Mais parler d'intégration, la question c'est on va s'arrêter quand? Et moi, il n'y a pas longtemps, mes enfants sont dans une école, les petits en tout cas en primaire, et puis la prof, pour être sympa, elle s'est dit « Ah, je vais mettre le drapeau de chaque pays, de chaque enfant sur le porte-manteau pour qu'ils accrochent leurs vêtements. » C'est sympa au départ, tu dis c'est pas méchant. Sauf que j'arrive et que je vois le drapeau du Maroc sur la tronche de mon fils, et je me dis, le gars, je crois qu'il a vu 2 fois le Maroc dans sa vie, quoi, tu vois, et déjà son père pas beaucoup, et je me dis, c'est chouette, je suis fier de l'origine de mes parents, etc. Mais à un moment donné, ils sont nés de parents nés ici. Donc il va falloir quand même qu'on arrête ce cycle. Alors, le premier qui doit changer son regard, c'est moi, donc c'est moi qui dois accepter que je suis belge. Ça peut paraître con, mais c'est un long processus pour l'accepter à un moment donné, pour dire finalement je suis un patchwork de plein de trucs, mais je suis un Belge 1.1, c'est un Belge avec une mise à jour, c'est un peu voilà. Et ça, il faut l'accepter, et donc c'est pour ça que le mot intégration me pose, je ne sais pas si j'ai été clair, mais que le mot intégration me pose problème à ce moment-là. Pas dans le sens qu'on veut rester entre nous, pour reprendre le terme du ghetto, mais dans le sens qu'à un moment donné, la population belge change. Les visages changent, les cultures se brassent, les gens se mélangent, et on ne peut pas parler d'intégration pour intégrer quelque chose qui est déjà dans le package. On peut intégrer quelque chose qui arrive de l'extérieur. C'est pour ça que dans le spectacle, le mot me dérange, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait de rester dans des ghettos. Est-ce qu'on a peur des menaces? C'est ça, hein? Eh bien, figurez-vous que non. C'est assez con, mais bon, on est assez con nous aussi. Donc, mais figurez-vous que non. En fait, c'est la première fois où on a autant de sécurité. Hein. Ça, je me dis, l'ULB, ils ont des moyens. Hein. Franchement, ailleurs, on peut se faire tuer 14 fois. Je veux dire, il n'y a personne qui le saura. Hein, donc, mais on n'a jamais eu de sécurité. C'est la 121e fois qu'on joue en un an. On ne se pose pas la question. Et je vais vous dire un truc, on se la pose encore moins depuis le 13 novembre. Parce qu'on se dit, il y a des gens qui se sont fait tuer juste en train de boire un verre sur une terrasse. Je veux dire, ils ne se sentaient pas en danger. Donc je me dis, voilà, nous, c'est notre job de monter sur scène. On n'a pas eu de menace, en tout cas pas par rapport à la pièce. Par rapport à la pièce, on n'a eu aucune menace, quelques-unes sur Facebook, mais je ne les compte pas parce que c'est de l'anonyme. Il n'y a jamais rien qui s'est passé, je touche du bois, j'espère qu'on ne va pas me porter la poisse ce soir. Mais non, je ne me pose pas la question, je me dis, si on commence à se poser la question d'avoir peur, on ne fait plus rien, en fait. Et donc il y a des gens qui ont été voir un concert de métal,
voilà, qui n'ont pas été voir Djihad. Donc, voilà. Merci. Et alors, il y en avait encore une, il y en avait encore juste... Il y avait une question encore pour moi ou je me trompe? Il y avait une question pour moi? Djihad, c'est pas pour moi, ça c'est pour vous, hein, plutôt. Hein. C'est comme vous. Ouais. Non, je renvoie, là. Vous êtes professeur, madame, moi je suis juste... Mais il n'y avait rien d'autre pour moi là-dedans? Les filles, voilà. Ah ouais, j'essaie toujours d'éviter les femmes en général. Alors, je n'ai utilisé... Alors, les femmes sont très présentes. Alors, symboliquement. Je n'ai parlé que des mecs pour une raison très simple. Moi, je ne savais pas que ce spectacle marcherait. Nous, on essayait de tenir 5 soirs au début à l'Espace Pôle Nord. Mais la chose dont j'étais sûr, c'est qu'un texte pareil, avec un titre pareil, il y allait avoir des questions. Ça, c'était sûr. Et donc, je me suis dit, la seule chose qui va me protéger sur scène, c'est de parler de ce que je connais. Comme ça, je pourrais toujours me retourner. Quand des gens sont venus à un moment donné critiquer pour dire « Ouais, tu racontes n'importe quoi, les imams, ils ne fouettent pas dans les caves des mosquées. » Ils m'ont fouetté, moi, dans la cave d'une mosquée, donc je peux le dire. À la rigueur, c'est autobiographique, je veux dire. Et j'ai encore des stigmates. Donc, je veux dire, ça, toute la pièce est parcourue de choses que je connais. Et donc, je peux répondre en disant « Ça, on a vécu, ça, on a vécu, ça, on a vécu. » Je n'ai pas voulu parler des femmes qui partent, parce que là, j'avais peur de rentrer dans un cliché, d'imaginer ce qu'une femme peut ressentir pour partir, d'aller faire plein de recherches dans les bouquins et de créer un personnage qui ne serait qu'une addition de clichés et qui blesserait plus qu'autre chose. Donc, je n'ai pas parlé des filles qui partent, alors que Dieu sait qu'il y en a beaucoup de filles qui partent, en France même plus qu'ici. Il y a énormément d'ouvrages qui ont été écrits. Il y a un magnifique ouvrage de Dounia Bouzard sur les filles qui partent. Mais moi, je ne me suis pas attaché à ça parce que je me dis, j'y arriverai pas. Je risque. Il n'y a pas de converti non plus. Alors, James Dino reprend le rôle de Ben Amidou, mais au départ, c'était Ben Amidou, il n'y avait pas de converti dans les personnages. Donc, il joue un personnage qui n'est pas converti. Parce que, de nouveau, je ne sais pas ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui s'est converti, pourquoi il voudrait partir ou quoi. Et le sujet étant assez compliqué, je ne voulais pas rentrer là. Donc, je gardais 3 personnages qui sont issus de mon parcours, que je connais et que je peux assumer pendant autant de dates. Par contre, les femmes sont importantes. Vous avez remarqué que les 3 gars, s'ils se radicalisent, c'est peut-être la nouveauté dans ce spectacle, ce n'est pas nécessairement la société, c'est la pression que leur communauté, avec un S musulmane, met sur eux à un moment donné. Ismaël, on l'empêche de dessiner chez lui, ce n'est pas l'État. Après, l'État foire en parcours, mais ce n'est pas l'État qui a l'initiative. Ben, c'est parce qu'il croit qu'Elvis est juif alors qu'il est protestant, mais bon, il croit qu'Elvis est juif, et du coup, les juifs, on ne peut pas, c'est ce qu'on lui a appris chez lui. Et alors, Reda, Valérie, c'est juste pour jouer. Alors, c'est grave de dire ça, c'est foncièrement raciste. Donc, c'était aussi une manière de montrer que le racisme, c'est une autoroute à 2 voies. Ça ne va pas toujours dans un seul sens, ça va souvent dans les 2 sens. Et donc, de nouveau, qui lui a dit ça? Sa mère. Donc, la place des femmes. On a une Valérie qui est victime complètement, qui est jetée. Il le dit lui-même, je l'ai larguée parce que ma mère m'a dit, tu ne peux pas, Valérie, c'est juste pour jouer. Qui est déshumanisée. Donc, on a une femme qu'on déshumanise. En fait, elle, c'est un objet. Et puis, on a la mère qui, d'une manière ou d'une autre, en l'ayant voulu, sans le vouloir, par culture, on peut utiliser plein de choses, par protectionnisme, parce qu'elle voulait protéger son gosse peut-être, dans son esprit, déshumanise l'autre aussi, et rejette. Donc les femmes sont présentes, d'une manière ou d'une autre, mais pas dans les personnages. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas. Bien. On m'a demandé surtout des définitions, donc je vais reprendre un petit peu mon rôle de prof. Mais quand même, je voudrais juste rebondir un petit peu sur la question des mères dans la religion musulmane, mais dans toutes les religions et dans toutes les traditions, en fait, dans le sens où ce que l'on oublie par rapport aux mères, et c'est pour ça qu'elles ont une place tellement importante, c'est qu'elles portent les traditions. C'est elles qui sont chargées de l'éducation, c'est elles qui donnent toutes les couleurs de ce que doit être la vie et la manière dont les filles et les garçons doivent se comporter. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'en particulier, dans la vie des musulmans, elles aient une place tellement importante, mais c'est vrai un petit peu partout. Alors pour les filles, mais ce n'était pas la question, mais juste dire que ce qui interpelle plus que pour les garçons, c'est que dans l'imaginaire, les filles et les femmes, c'est fait pour la paix, c'est pour s'occuper des enfants, c'est si gentil, ce n'est que la paix, etc. Et donc c'est très dérangeant de voir que des femmes sortent de leur rôle, en tout cas assigné, et vont faire autre chose. Et là, c'est aussi un élément avec lequel je pense que nous devrons faire de toute façon de plus en plus. Maintenant, je reviens
aux définitions. Alors c'est très intéressant. La première, vous m'avez demandé ce qu'était le djihad, je vais tout de suite l'expliquer, mais ça me donne l'occasion de dire que, en tout cas pour l'État islamique et pour les djihadistes aujourd'hui, pour les concepteurs du djihad, on a une grande spécialité qui a existé depuis 1979 dans tous les mouvements islamistes, c'est de pervertir les termes et de les redéfinir et réutiliser à la sauce qu'on veut le donner. On a aussi, dans tous ces mouvements extrémistes, une tendance à réécrire l'histoire et la présenter comme on veut. Alors, djihad est assez caractéristique de cette perversion, d'une certaine manière. D'abord parce que djihad, c'est la lutte, c'est la guerre, mais d'abord contre soi. C'est un élément, c'est une notion très importante au sein de l'islam. Il y a donc au sein de l'islam ce que l'on appelle le grand djihad, qui est en fait ce qui est le plus important, parce que c'est l'effort que l'individu, que le musulman doit faire pour aller plus loin que ce qu'il peut, pour se surpasser, pour contrôler ses passions, pour apprendre, pour avancer. Et donc, en fait, c'est vraiment un effort personnel. Donc ça, c'est ce qui est, disons, la partie la plus importante. Ensuite, il y a un deuxième djihad, une deuxième lutte, une deuxième guerre, qui est celle qui est de la lutte, de la guerre contre soit ceux qui vous attaquent de l'extérieur, soit de l'intérieur. Et donc ça, c'est la guerre défensive ou offensive qui, elle, n'est pas la partie la plus importante, même s'il y a eu beaucoup de guerres au sein aussi de l'islam, mais c'est un mouvement, donc une guerre, qui doit être proclamée par une autorité acceptée. Alors, ça, c'est disons, la tendance générale. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde parle de djihad, chacun utilise le djihad comme il le veut, mais surtout, c'est que les mouvements djihadistes d'aujourd'hui s'autoproclament comme devant ou pouvant faire le djihad. Aujourd'hui, n'importe qui peut se prévaloir d'aller faire du djihad, de pousser les autres à faire du djihad. Et donc là, on sort, c'est pour ça que je parle d'une perversion un petit peu des sens premiers. Voilà pour le djihad, je ne suis pas trop longue. Islamisme, alors islamisme, juste pour le comprendre, donc fait référence, le terme islamisme fait référence à des mouvements qui se réclament de l'islam, mais qui sont des mouvements politiques, qui sont des mouvements idéologiques se réclamant de l'islam. Alors, ceci dit, ces mouvements peuvent être extrêmement diversifiés. Je voudrais insister sur le fait que de la même manière qu'il y a des islams différents, qu'il y a 70 manières différentes d'approcher et d'appréhender l'islam, il y a des mouvements très diversifiés au sein de ces mouvements que l'on appelle islamistes, de la même manière qu'il y a des mouvements très diversifiés, mais qui tous peuvent être intégrés dans la catégorie djihadiste. Et tous ces gens-là se battent entre eux. C'est plus facile. Je vais reprendre une série de questions. Je regarde d'abord à gauche. Il y a une main là, quelque part. Là-bas. Où ça? Là. Ah voilà. Monsieur. Oui. On va amener le micro. J'ai une question pour Ismail Saïdi. Oui. Vous dites que vous vous basez sur des faits réels, enfin, des choses que vous connaissez, par exemple, le fait de se faire fouetter à la mosquée. Enfin, voilà, vous dites vous essayez au maximum de vous baser sur des faits réels. Pour tout ce qui est de la partie en Syrie, ces 3 jeunes qui sont totalement perdus, pas du tout pris en main par des gens, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ces gens arrivent là-bas totalement perdus? Ou est-ce qu'on a affaire à une entreprise, un État islamique totalement organisé qui va les prendre et s'occuper d'eux? Voilà. D'accord. Merci.
Le but du jeu, c'est de le faire monter et descendre avec le micro. On rigole, nous, quand on voit ça. Bonsoir. Je voudrais revenir sur la notion de communauté. Quelles sont les limites de ces communautés? Comment elles se définissent? Parce qu'au final, j'ai l'impression qu'il y a autant de communautés qu'il y a d'hommes ou de femmes, et que finalement, chacun se définit sa propre communauté, et que les communautés se battent entre elles, que ce soit, je veux dire, chiites, sunnites, que ce soit finalement au plus proche, comme on l'avait dans la pièce, entre un fils et sa mère. Donc voilà, je voudrais revenir sur cette notion de communauté. Bonsoir. S'il vous plaît, j'avais une question pour le metteur en scène. Ouais. Et aussi une autre question pour la prof. Je suppose que c'est elle, c'est ça en fait. Bon, pour la prof, c'était pourquoi l'islam fait peur en Europe. Et pour le metteur en scène, c'était... je voulais savoir pourquoi on associe toujours le djihad aux Arabes, alors qu'il y a des Michel, il y a des Sébastien qui font aussi du djihad. D'accord. Merci. Encore une. Alors, moi j'ai une question pour l'auteur de la pièce. Qu'est-ce qui a déclenché sa volonté d'écrire la pièce? Comment il l'a écrite? De quelle manière? En discutant avec des amis? Est-ce que ça a pris du temps? Voilà. Qu'est-ce qui a déclenché sa volonté d'écrire? Oui, j'entends quelque chose. Oh, c'est bon, je regroupe de toute façon. Je regroupe. Madame, là-bas. Oui, bonsoir. Je voulais demander à M. Saïdi quelle est la vraie raison de problème que vous avez eu avec les cahiers que vous allez présenter et que les gouvernements ou les pressions des mosquées n'ont pas voulu. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé vraiment? Oui, Merci. bien sûr. Voilà, encore une question, madame qui a posé la question, et puis on fait un tour de réponse et on fera un dernier tour de questions. Madame là-bas. Bonsoir, c'est une question pour Ismaël. Vous avez présenté votre pièce devant 121 fois, Ouais. 121 fois, devant des publics très variés. Quelles sont les quelques leçons que vous tirez de vos débats avec ces différents publics? D'accord. C'est bon. Oui, parce là, on en a pour 3 jours de réponse. Donc alors, je vais tout mixer. Et alors, si jamais après vous voyez que j'ai oublié une réponse, n'hésitez pas à revenir avec moi. Donc, je vais commencer par l'origine. Donc, moi, j'étais sur un autre projet qui n'a rien à voir avec ça. Je n'écris pas en général des trucs en rapport à... J'essayais pas... Vous savez, avant, donc je suis belge, musulman, pratiquant, assumé. Je vous le dis. Je ne le disais pas avant, ça n'avait aucune importance. Mais là, depuis ces derniers temps, il faut le dire. Comme ça, les gens peuvent mettre un visage sur un nom. Donc, je n'écrivais pas des trucs en rapport avec l'islam, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais je regardais la télé, je préparais un film, c'était en juillet ou en août 2014. Et il y avait une émission avec Marine Le Pen, et on lui demandait ce qu'elle pensait des jeunes qui partent. Elle a répondu que ça ne lui posait pas de problème qu'ils partent tant qu'ils ne reviennent pas. Ouais. Et je trouvais que c'était hard, en fait. Moi, ça m'a choqué parce que, vous savez, des gens qui partent, ça choque tout le monde aujourd'hui. Moi, j'en ai connu quand j'avais 15 ans, ils partaient en Afghanistan. Juste personne n'en avait rien à foutre, c'est juste ça. Ils ne revenaient pas, puis c'était pour taper sur les Russes, ou je ne sais pas sur qui ils tapaient, mais à l'époque, ils nous le proposaient à nous, de partir en Afghanistan. C'était rien d'exceptionnel. J'allais à la mosquée, et il y avait des listes, et le mec disait « Ah, tel est parti, Dieu va l'aider, qui veut le rejoindre ?» Et c'était vraiment ça. Donc on s'inscrivait, soi-disant, pour des écoles coraniques, puis après, ils disparaissaient. Donc, c'était pas quelque chose de nouveau. Et donc je me dis, dire ça, dire qu'on s'en fout qu'ils partent tant qu'ils ne reviennent pas, c'est mes gosses, c'est vos gosses. C'est plus une question de Mohamed ou de Sébastien, c'est tout le monde qui parle là pour l'instant. Donc c'est dégueulasse de dire ça en tant qu'être humain et en tant que femme politique encore plus. Et comme je ne suis pas un homme politique, après je vous expliquerai pourquoi, mais comme je ne suis pas un homme politique, je suis juste un artiste, j'ai répondu avec un texte. Donc j'ai répondu avec un texte en me disant tout ce que je sais faire. Alors pourquoi de l'humour? Souvent on me pose la question, c'est tout ce que je sais faire. Voilà, je ne peux pas faire autre chose. Donc j'ai écrit le spectacle très rapidement, des passages de ma vie. Alors la Syrie, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était juste une excuse. Et je l'ai compris plus tard. Après ça, en représentation, je me suis dit, en fait, la Syrie, on s'en fout, c'est un problème identitaire. Tu as appelé ça djihad, tu dis qu'ils partent en Syrie, mais la Syrie, on s'en fout. Tu t'en es pas rendu compte quand tu as écrit, mais en fait, tu as écrit des problèmes identitaires. Et la Syrie, si vous avez remarqué, c'est vraiment une excuse derrière. Ils sont paumés, etc. Donc là-dessus, je n'ai pas vraiment fait de recherche. C'était, voilà, ce qui m'intéressait, c'était
je voyais qu'ils allaient être perdus. J'avais été voir sur Internet et tout, je voyais qu'ils étaient paumés. On a des gens dans le quartier, on savait qu'ils voulaient revenir, mais qu'ils ne savaient pas comment. Donc j'ai mixé tout ça, mais finalement, la Syrie, le djihad était juste une excuse. Finalement, c'était pourquoi ils partent, et on a tout un questionnement derrière, et puis ils sont partis pour rien, puis le retour. Et donc voilà, j'ai créé ce spectacle, j'ai essayé de contacter des théâtres, il n'y a personne qui en voulait. Déjà rien que le titre, c'était déjà foireux. Donc du coup, on a trouvé un petit espace, l'espace Pôle Nord, c'est près des tours Belgacom à la gare du Nord, tout petit, 180 places, une salle de mini-foot à côté, on s'est prêté nos fringues et tout. Parce que ça aussi, j'ai entendu que la pièce était hyper subsidiée. On a créé la pièce avec 250 €. Comme ça, vous savez, parce que là, j'ai appris que je devais dire tous les chiffres. Donc 250 €. On a créé la pièce, les fringues qu'on a, on s'est prêté les fringues. On a vraiment fait ça à la bonne franquette en se disant, il y aura 20 personnes dans la salle, c'est pas grave. Si on tient sur 5 soirs, qui sont 20 par soir, et qu'à la fin, on ne nous tue pas, c'est parfait. Et finalement, là, on est à 44 000. C'est pour vous dire un peu l'effet que ça a eu. Et dès le premier soir, c'était rempli, jusque dehors. Et nous, on devait arrêter après 5 soirs. Et alors, il y a la Commune des Verts qui nous a acheté encore une date. Elle nous a dit, ah, c'est pas mal votre truc, vous allez venir jouer. Ils ont choisi le 9 janvier. Il y avait un attentat à Paris à ce moment-là, à l'épicerie Cachère. Et donc, on nous a appelés 2 heures avant pour nous dire, il ne faut plus venir. On vous paye, vous ne venez pas. Je dis, c'est mieux que le chômage, leur truc. Quoi. Tu vois, ils nous payent, on ne vient pas. On leur a dit, non, nous, ce qu'on va faire, c'est que vous ne nous payez pas et on vient. Parce qu'il est hors de question qu'on ne vienne pas, alors que finalement, c'est ce qu'ils veulent, les mecs qui tuent. Donc, on est venu, et c'est là qu'on a compris qu'il y avait un truc, c'est qu'en fait, il y avait tellement de monde dehors qui faisait la file, on croyait qu'il y avait un concert des Rolling Stones, mais c'était nous, en fait. On se dit, putain, c'est pour nous. Et qu'on a joué 2 fois. À la place de jouer à 20h, on a joué à 18 et à 20h pour pouvoir rassembler tout ce monde-là. Et donc, c'est là qu'on a compris qu'il se passait un truc qui nous dépassait avec cette pièce. Mais donc, voilà, l'origine, c'est juste ça. C'est la raison pour laquelle je l'ai écrite. Je crois que j'ai répondu aussi un peu par rapport à la Syrie. Donc, vraiment, moi, je pense que, d'après tout ce que j'ai lu, il y a de tout. Hein. Tu as des bêtes de guerre qui vont pour tuer, tu as des gens qui sont récupérés par l'État islamique et qui sont bien installés, mais il y en a énormément qui sont paumés là-dedans. On a fait beaucoup de débats avec des mères de djihadistes qui nous ont expliqué un peu ce qu'elles ont appris de leurs gosses, et ça correspondait à ça. Un peu paumé. Là, j'ai exagéré le paumé, parce que c'est une pièce, mais un peu paumé là-dessus. Donc, j'ai répondu pour la jeunesse, j'ai répondu pour la Syrie. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Rappelez-moi ce qu'il y avait encore. Ah ouais, vous insistez. Ouais. Les communautés, alors ça, je vais vous laisser quand même pour les communautés. Non, vous ne voulez pas? Enfin, il faut quand même répondre, il n'y a pas de souci. Bon, je vais revenir vers vous pour les communautés, pour celles que je connais. Je vais prendre cette question rapidement. Alors, pour ceux qui étaient sur Mars, en fait, et qui n'ont pas vu que j'ai refusé un projet. En gros, il y avait un projet qui a été initié par Rachid Benzine, que vous connaissez peut-être de nom, qui est un islamologue, mais spécialisé dans la recherche historique sur le Coran. Donc, c'était complètement laïque, donc une recherche sur le contexte historique du Coran. Michael Privot, qui est islamologue, et moi. Et en fait, ça a commencé bêtement, ce truc, parce qu'on a tout entendu, et je n'ai pas voulu répondre. On a tout entendu, commande de la gauche, machin. Ça a commencé dans un restaurant thaï, au centre-ville. Ça, vous saurez tout. Et en fait, moi, dans mes recherches, j'ai lu pas mal de bouquins, je veux comprendre. C'est ce que je dis, je suis un musulman qui cherche Dieu. Un jour, je vais le trouver, peut-être que je ne le trouverai pas, mais je le cherche. Et donc, dans mes recherches, j'ai rencontré Rachid Benzine, et il avait une méthode fantastique. Donc, une méthode où il reprenait le verset, il le remettait dans le contexte, il prenait tout le Coran, il ne le prenait pas pièce par pièce. Et je lui disais en rigolant, je dis, purée, quand tu m'expliques le truc, on dirait que le Coran sort en 3D. Et du coup, je comprends des choses que je ne comprenais pas. Et je me suis dit, et c'est peut-être ma grande naïveté à la con, tiens, si ça marche pour moi, ça marchera peut-être pour les autres. Et donc, on a mis en place un projet. Au départ, on ne voulait pas d'argent, de personne. On s'est dit, on va louer un local, amener 10-15 personnes, des personnes qui travaillent dans la sauce, et voir si ça les intéresse, sachant que la méthode de Rachid est assez trash, mais voir si ça les intéresse. La région nous a contactés, parce qu'elle cherchait des projets. Ils avaient eu vent de ce truc-là, il n'y avait aucun autre projet comme ça. Et ils nous sont dit, bah, écoutez, on va vous financer. Et le projet est énorme, parce que c'est devenu des capsules. Hein, mais le projet, c'était une formation de plus de 20 cadres universitaires pour qu'eux puissent reformer des gens après, donc associatifs, policiers, de partout. Il y avait des syllabies et un ouvrage pour les ados qui devait sortir, donc toute l'impression était comprise dans le prix et plus de 200 000 copies devaient sortir, etc. Et puis on devait terminer par reprendre tous les concepts qu'on a vus, djihad, halal, haram, la place de la femme dans le Coran, tous des trucs, des concepts clés pour les ados. Et ça venait de mon expérience de rencontres avec plus de 24 000 ados en moins d'un an. Donc je voyais où le bas blesse. Et je vais revenir, donc du coup, je me souviens qu'il y avait une autre question là-bas sur ce que j'ai appris, je crois, ou c'est ça, un truc comme ça sur la pièce. Donc plus de 20 000 ados, on a vu les points clés. On a vu quand un ado vous demande est-ce que je peux chanter, vous dites on est dans la merde là.
Les mecs, on est en 2015, ils me demandent si... Moi, déjà, je ne suis pas islamologue. Alors, il y avait des islamologues avec moi sur scène, mais qu'un ado, en 2015, me demande à moi, est-ce que finalement, chanter, on peut pas, on se dit, on est quand même dans la merde. Donc, du coup, on s'est dit, ben voilà, on prend 10, 15 concepts clés, et on en fait un petit ouvrage d'abord, comme C'est pas sorcier. Et dès cet ouvrage, on fait des dessins animés, pas des capsules, des dessins animés, donc, en engageant un studio d'animation. Et donc, notre ASBL recevait des fonds, 275 000 €, c'est ce qui a fait le tour, qui devaient être reversés à d'autres ASBL. Ça, personne ne l'a dit d'ailleurs. Donc, on engageait des boîtes pour fabriquer les vidéos, des boîtes pour gérer tout ce qui est logistique. Donc, ça faisait travailler plein d'assos bruxelloises. On a communiqué, on a mal communiqué, tous. C'est la faute de tout le monde. C'est pas juste... tout le monde a tapé sur le gouvernement de la région de Bruxelles, c'est tout le monde, même la mienne. Moi, avec ma naïveté à la con, je suis passé comme un chien dans un jeu de quilles à balancer plein de conneries et puis de me dire « Ah, j'aurais peut-être pas dû le dire comme ça ». Et donc, du coup, ça a été en tous les sens. Moi, pour la pièce, j'ai jamais reçu quasi de menaces. Là, en 24 heures, j'ai reçu le record absolu. Je me dis « Purée, je vais aller habiter avec Saman Rushdie ». Parce que là, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et les menaces ne me font pas peur, sincèrement. Donc, les menaces, c'est pas ça qui m'a freiné. Les menaces, je me dis « C'est bon, apparemment, j'ai peut-être trop parlé, ça va passer ». Ce qui m'a choqué, c'est que je me dis, les menaces, je gère. On a l'habitude, on s'en fout. Mais après, les politiques ont commencé à se taper dessus l'un sur l'autre. En fait, pendant 24 heures, ils se tapaient l'un sur l'autre. C'est mon idée, c'est la tienne, moi je voulais pas, toi tu voulais. Et je voyais ça de loin et je me dis, on est tellement dans la merde. Franchement, mais sincèrement, avec les rencontres que je fais, je peux vous dire que c'est au-dessus du coup. Hein. On est tellement dans la merde. Ils sont là, ah, c'est mon idée, pas la tienne. J'avais dit non, j'avais dit oui, alors que c'était passé au gouvernement, que tout le monde avait signé. Hein. Et je me dis, c'est pathétique, quoi. Donc, du coup, j'ai écrit ce courrier à la région pour dire je ne veux pas. Ça ne veut pas dire que le projet continue, hein, je vous le dis. Hein, donc, la première formation a déjà eu lieu, le projet continue dans notre coin, mais je ne peux pas assumer. Je veux dire, je ne peux pas assumer qu'on est dans une situation chaotique où finalement, il y a des gosses, des ados qui deviennent de la chair à canon, qui finissent par partir parce que justement, encore une fois, il y a bien entendu un problème sociétal, mais il y a un déni de responsabilité de la part des communautés musulmanes. Voilà. Il y a un déni de responsabilité. Et nous, on s'est dit, on va la prendre, cette responsabilité, on va le faire. Après, voilà, c'est parti dans la boue, attaque, machin, insulte. J'avais une tête de Wanted sur la RTBF là, tous les 2 jours. Ça, c'est pas grave, ça, je m'en fous. Je veux dire, c'est le revers de la médaille. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, le monde entier nous pointe du doigt, qu'effectivement, on a un problème grave ici. Je veux dire le contraire serait foncièrement hypocrite. Et de voir que dès que tu essaies de faire un truc, tout le monde tape. Mais le projet continue. On l'a juste sorti de toutes les arcanes politiques possibles imaginables. Ça, c'est pour le projet. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, qu'est-ce que ça m'a fait la pièce, c'est ça hein? Il y avait une question comme ça d'une dame? Les débats. C'est fantastique. Parce que vous, ici, ça va, vous êtes des adultes ou des grands adolescents ou des jeunes hommes et femmes. On a beaucoup d'ados, en général. Les débats, on les fait tout le temps, adultes et ados. Hein. Mais les ados, donc le principe, c'est qu'on leur interdit de préparer les questions à l'avance. Ils viennent, maintenant ils connaissent tous la pièce, mais au début ils ne savaient pas de quoi ça allait parler, donc ils chahutaient au départ, donc on devait gérer le truc. On a fait des ados de toute la Belgique francophone, beaucoup Bruxelles, en Wallonie. On a mélangé les salles, donc ça c'était une condition qu'on avait émise au départ quand c'était encore une tournée organisée par la communauté française. Maintenant on le fait tout seul, sans l'aide de personne, mais au départ la communauté française a acheté, je crois, 19 dates, et donc on remplissait les salles, et on avait dit à la ministre, moi j'avais émis 3 conditions. J'avais dit la première, c'est qu'on ne va pas dans les écoles, ils vont au théâtre. Moi, je viens de quartier où je peux vous dire qu'il y a des enfants qui n'ont jamais vu un théâtre de leur vie. Donc, nous, on veut qu'ils viennent au théâtre. Vous débrouillez, faites comme vous voulez. Et donc, on l'a fait. Ils sont venus au National, au théâtre Varia. Enfin, le Varia faisait déjà plein de trucs avec les gosses, mais au National. Enfin, on a fait que les théâtres. Saint-Michel, etc. Et donc, il y a des ados, on les voit, qui regardent des rideaux, qui regardent une chaise de théâtre, enfin, qui sont fascinés pour une fois d'y aller. La deuxième condition, on lui a dit, si c'est pour ramener Saint-Josse-Carbec tous les jours, on arrête. Je veux dire, on mélange des salles. Donc, du coup, on recevait le listing la veille, on regardait pour voir les communes, et on mélangeait Uccle avec Saint-Josse, etc. Bruxelles, on savait, quand on partait en Wallonie, on était un peu paumés, donc on demandait aux gens dans la rue, c'est quoi vos quartiers pourris? Puis on vérifiait si ça correspondait. Donc, et alors après, voilà, et donc après, il y a un débat. Et, ah oui, la dernière condition que j'avais émise, c'était que la pièce n'est pas un vaccin, ni un remède, c'est juste une pièce, et qu'il fallait que les politiques fassent autre chose à côté. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, c'est les 3 conditions que nous, on a émises. Et donc les débats, ben, c'est très simple. Moi, ça m'a changé. Ça change un homme. J'aurais jamais cru ça. Ça m'a perturbé à vie. J'aurais pas cru qu'un jour je vous dirais ça, mais ça m'a complètement transformé. Je me suis rendu compte que j'étais aussi
rempli de préjugés, qu'il fallait que ça se casse aussi, qu'il fallait que je sorte de ma grotte, ma troupe aussi, il reste. Il y a les débats où on pleure à la fin du débat tellement les questions sont dures. Il y a les débats où on rit, on sent c'est assez fascinant qu'il y ait une symbiose qui s'est créée avec les ados, direct. Alors peut-être qu'on est des ados attardés, mais en tout cas, il y a une symbiose qui s'est créée avec eux. Et voilà, et ouais, moi, ça m'a complètement changé, en fait. J'ai écrit un bouquin, d'ailleurs, suite à ça, mais ça m'a complètement changé. Et alors, les questions, je peux vous en citer, mais ça va de tout à rien. Hein. Ça va des classiques, c'est quoi le djihad? Est-ce que je peux chanter? Est-ce que je peux danser? Est-ce que je peux dessiner? Est-ce que je peux, finalement, être amoureux d'une Valérie? Alors après, tu as une fille qui te dit, monsieur, bon, c'est pas moi, c'est ma copine, tu sais que c'est elle en général, mais c'est pas moi, c'est ma copine, elle est amoureuse, elle s'appelle, je sais pas moi, elle s'appelle Fatima, elle est amoureuse d'un Michel, est-ce qu'elle peut? Des questions comme ça où je me dis, quand j'avais 15 ans, je les posais, moi, ces questions. J'ai 39 ans et il les pose encore, il y a un truc à foirer. Alors après, il y a des questions beaucoup plus drôles, où il y a un mec qui avait le patron d'RTL, et un mec qui se lève et qui dit, ouais, monsieur, RTL, c'est dirigé par des sionistes. Ouais, pas la merde, là, tu vois. Donc voilà, alors des trucs plus trash. Oui, on a le droit de tuer des mécréants. Oui, on avait le droit de les tuer parce qu'ils ont dessiné le prophète. Ouais, ça va dans tous les sens. Donc on décortique, on reste 1 heure, 1 heure et demie avec eux, on décortique, on travaille, on recoue, on essaye de faire des choses. On les revoit après. Donc on a revu quelques écoles après pour voir un peu le changement, pour voir un peu ce qui fonctionnait. On n'est pas là pour déradicaliser qui que ce soit, hein, encore une fois. On est là pour parler. Et donc on parle, ils nous posent des questions. C'est le seul endroit où ce genre de questions pouvait sortir. On a des profs, et là j'arrête pour ne pas monopoliser le crachoir, mais par exemple, il y a 2-3 jours, dans la semaine dernière, on était à Warem. Je ne savais même pas où c'était, je croyais qu'il fallait un visa pour aller jusque-là, moi, tu vois. Donc on est à Warem, je me dis, bon, ici, il faut juste me poser des questions à la con, etc. Puis il y a un prof qui lève la main et qui dit, écoutez, monsieur, je suis paumé. Prof primaire, vous imaginez, hein, donc le gosse, 7-8 ans, il me dit, le gosse, alors je vous jure, ce n'est pas une blague, hein, donc faut pas... Le gosse ne veut plus aller aux toilettes à l'école parce qu'on lui a dit chez lui qu'il ne pouvait pas déféquer en direction de la Mecque. Et que ce n'est pas des blagues. Et que donc, tant qu'il ne sait pas dans quel sens sont orientées les toilettes, il ne veut plus aller aux toilettes à l'école. Vous êtes là, vous vous dites, putain, je suis à Warem. Ça vous arrive là aussi. Voilà. Et c'est pour ça que je vous disais, la situation, elle est chaotique. Parce que moi, je ne sais pas quoi répondre à ce prof. Même Michael Privot, l'islamologue, là, il me dit, je ne sais pas quoi lui répondre à ça, en fait. Je n'ai jamais entendu ça. Et donc, voilà, ça me change. Ça nous a complètement perturbés, changé. On a un autre regard. Puis je termine, j'ai eu une fille un jour, ça c'est le truc le plus beau qui me soit arrivé de ma vie. Il y a une fille qui vient et qui va dans les coulisses et qui me dit, dites Ismaël, voilà, je voulais vous dire un truc à vous. Je dis, vas-y. Elle me dit, ouais, je fais mon coming out. Je dis, quoi, tu t'es converti à l'islam? Elle me dit, mais non, pas ça. Elle me dit, non, je suis homosexuel. Et je me dis, putain, pourquoi elle me dit ça à moi, en fait? Alors, je ne savais pas si je devais crier Mazel Tov ou quoi, je ne savais pas comment ça marche. Tu vois, je dis, ouais, cool, tu vois. Et je trouvais ça tellement beau, je me dis, waouh, elle a tellement créé quelque chose avec nous sur scène qu'elle s'est dit, à nous, elle peut le dire. Donc, ouais, ça nous a complètement changé. Voilà. Bien, alors j'ai un petit peu hésité pour la question de la communauté, mais je vais vous dire aussi pourquoi, et ce que je vais essayer d'expliquer à travers la question pourquoi on a peur de l'islam va rejoindre ce que je dis. J'aime pas le terme communauté, j'aime pas le terme communauté musulmane tel qu'il est employé aujourd'hui, et je crois que justement en parlant de communauté musulmane, on entretient des amalgames et on fait des simplifications qui sont justement, qui font partie aussi des explications de pourquoi on a peur de l'islam. Alors, communauté musulmane, je préfère vraiment que l'on dise des Belges de religion musulmane s'ils se veulent musulmans ou rien du tout s'ils ne se prononcent pas comme musulmans. Parce que j'aimerais aussi savoir ce qu'on met quand on dit communauté musulmane, ce qu'on met dans cette communauté musulmane. C'est ceux qui sont les pratiquants, c'est ceux qui viennent d'un pays musulman, c'est ceux qui sont athées, mais de naissance musulmane. C'est un tout et qui est très perturbant et qui obscurcit la compréhension des choses. Et je pense que c'est aussi finalement une des victoires de l'État islamique, puisque l'un des buts principaux de l'État islamique en dehors de la Grande Syrie, c'est de créer et de semer le chaos à l'extérieur. Et là, je pense que d'une certaine manière, ils y ont réussi. Ils ont réussi à mettre les
je dirais pas communautés, les groupes différents les uns contre les autres. Les musulmans qui se méfient des juifs, les juifs qui se méfient des musulmans, les chrétiens qui se croient envahis par les musulmans, et tout cela, c'est finalement un signe de réussite de leur stratégie, puisqu'ils travaillent et dans le global et dans le local. Maintenant, j'en viens à tout ce qui fait peur. Bien sûr, cela fait peur parce que j'ai déjà dit quelques termes. Il y a des raisons internes, des raisons externes. On a peur de l'islam parce que, d'abord, de manière totalement erronée, on se sent envahi. Ils sont partout. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a quelques signes de visibilité qui se multiplient, mais quand on regarde les chiffres, déjà, on sait qu'on n'est pas du tout envahi, rien qu'en termes statistiques. Ensuite, on a peur du fait que je dis bien ils, donc les musulmans, donc l'islam, et tout ça, c'est encore des amalgames, ils veulent tout nous changer, ils veulent transformer. Oui, certains, mais ceci, ça veut dire aussi l'amalgame, parce que combien de pourcents ou combien de personnes dans cet ensemble, qui est d'ailleurs mal défini, visent à changer ou transformer la vie quotidienne. Donc tout ceci, ça fait peur. Alors ça fait peur à l'intérieur parce que ces amalgames naissent du fait aussi parce que l'inconnu fait peur. Quand on ne connaît pas l'autre, on peut lui mettre toutes les qualifications ou l'assigner de tous les défauts, et ça va d'un sens, chez les uns comme chez les autres. C'est-à-dire que aussi bien comme le mécréant, on ne sait même pas qui c'est ce mécréant, ça marche. De l'autre côté, qui est l'autre qu'on n'a pas vu ou qu'on ne côtoie pas, cela peut faire peur, d'autant plus qu'il y a des groupes politiques ou moins politiques, mais en tout cas des groupes qui tirent avantage de cette peur et de ces amalgames. Tout aussi bien des groupes d'extrême droite qui peuvent en tirer avantage pour avancer leur politique, et aussi, ce sont aussi de l'extrême droite d'une certaine manière, tous les groupes djihadistes islamistes qui veulent faire avancer leur pensée. Donc, à l'intérieur, il y a toute une série d'incompréhensions que je pense qu'il faut régler. Et je ne pense pas, si je peux me permettre de donner une position à cet égard, que le fait que tout le monde parle tout le temps, ce n'est pas que ça, il ne faut pas le faire. Je ne pense pas que enseigner seulement la vraie religion, encore faut-il savoir qu'est-ce que c'est que la vraie religion, soit la solution pour régler tous les problèmes de Belgique. Je pense que, en revanche, à côté de ce que l'on peut dire et la manière dont éventuellement on peut enseigner la religion, et encore faut-il savoir à l'école ou pas, mais ça c'est autre chose, il faut carrément aussi parler de l'actualité. Parce que beaucoup des erreurs de ces enfants, de ces jeunes, viennent aussi de l'incompréhension de l'actualité. C'est parce qu'on dit que, et parce que X fait telle chose que la manipulation fonctionne. Et donc là, j'en arrive très rapidement aux raisons externes par rapport à cet islam qui fait peur. Ce sont tous les amalgames, les événements qui font que ça commence à devenir un ensemble qu'on peut qualifier de tous les maux, à savoir des événements comme la révolution iranienne, je reviens à 1979, mais qui fait qu'on va interpréter l'islam comme devant être la confusion de l'islam et du politique. Des événements comme le 11 septembre qui font que l'islam va être associé à terrorisme et ainsi de suite. Tous ces éléments-là, les uns après les autres, vont nourrir cette peur de l'islam. Et puis je pense aussi qu'il y a probablement une erreur de certains qui, pour se défendre ou pour ne pas heurter la communauté musulmane imaginée, vont, au lieu d'accepter les choses comme elles sont,
de dire que oui, il y a un islam qui est divers, il y a des éléments qui sont violents dans l'islam, ou comme il y a d'autres éléments, on va passer son temps à essayer de défendre ou de donner des explications qui finalement ne sont pas du tout convaincantes ni pour les uns ni pour les autres. Voilà. Merci. Tu veux dire encore un mot? Oui, parce que je veux pas. Je dois quand même vous répondre pour l'histoire des communautés, sinon ça fait le mec qui se dérobe. Et alors, bon, après, je crois que on termine là, c'est ça? On conclut après. Ben, je vais quand même vous répondre, parce que sinon, j'ai pas envie de me dérober. Alors, effectivement, le mot ne veut plus rien dire. Il y a plein de communautés musulmanes avec un S, mais il y a les communautés de quartier. Je vais rentrer plus là-dessus. Parce qu'on peut, même si le mot n'est pas beau, même si le mot ne représente rien, d'une manière ou d'une autre, il y a une communauté. Elles sont à plusieurs, mais par exemple, dans certaines communes, des quartiers d'où je viens, il y a une communauté invisible derrière, et les pressions qu'elle met. Et donc, vous avez parlé de mes personnages, justement, etc. Cette pression communautaire, elle est horrible, parfois. Dans mon spectacle, j'ai parlé de Reda et de Valérie, mais dans ma vie, j'ai connu beaucoup de Fatima qui sortaient avec des Michel et qui devaient s'enfuir du quartier, changer de ville, parfois disparaître 10 ans, pour revenir avec des gosses 10 ans après, en disant peut-être qu'avec des gosses, les parents ne la tueront pas ou quoi. Donc, et d'autres qui se sont fait même tuer en Belgique. Donc, cette pression-là, elle existe. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que je lui ai dit que je vais insulter toutes les communautés, il y a énormément de positifs, mais je pense que quand on fait partie d'un package, il faut reconnaître ce qui est positif, mais il faut arrêter avec le déni. Il faut reconnaître aussi ce qui est négatif si on veut avancer. Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a un cancer et qu'on se soigne avec un dafalgan. Et je dis, les gars, il y a un cancer derrière, donc il faudrait peut-être aller plus loin. Et donc, je pense que le début de la solution, c'est d'admettre qu'il y a un cancer. Et l'admettre, c'est de dire qu'il y a des pressions à l'intérieur des communautés qui sont horribles. Il y a le regard porté sur l'autre. Quand je dis que la discrimination, c'est une autoroute à 2 voies, je le pense sincèrement. Et l'exemple que j'ai beaucoup parlé du porc dans le spectacle parce que j'aime bien en rire, mais c'est un exemple flagrant. Si aujourd'hui, je fais comme on faisait avec nous quand on était jeunes et que j'apprends à mon fils que s'il mange du porc, il va en enfer. D'accord? À l'école, il va rencontrer votre fils, voilà, ou le vôtre. Et le vôtre, il mange du porc. Et donc, il va être pote avec lui, mais en même temps, il va se dire, ouais, mais je suis pote avec lui, mais il va quand même cramer en enfer, le mec. Et donc, il y a une schizophrénie qui se met en place et on déshumanise l'autre d'une manière ou d'une autre. Donc, il va falloir, pas changer l'islam, mais changer la manière dont on inculque ça aux gens. Apprendre à vivre réellement et à faire avec les gens, pas juste vivre, faire avec les gens. Et ça, ce sont des pressions communautaires qui sont horribles. Vous ne les voyez pas. C'est ça qui est le plus dangereux. Et ce n'est pas que chez les musulmans, il y a partout. Hein. Mais bon, moi, je parle de celles que je connais. On ne voit pas ces pressions-là. Elles sont culturelles, religieuses. C'est une addition de toutes ces choses-là. Le fameux « ils ne sont pas comme nous », ça existe. Depuis qu'on est gosse, ils ne sont pas comme nous, ils sont différents de nous. Ce fameux « eux et nous ». Et je crois que la base, elle est là. Le fameux « eux et nous », en fait, ce clivage. Vous disiez qu'ils ont réussi à faire ça, semer le chaos, c'est vrai, mais je pense qu'on les a aidés. Je pense qu'on les a quand même aidés, voilà. Moi, je pense qu'il faut prendre dans la société, on les a aidés. Alors, on ne l'a pas fait peut-être exprès, on s'est peut-être fait avoir, on n'a pas eu les bons outils, il y a toutes sortes de raisons, mais on les a quand même aidés, parce que ce « eux et nous », c'est ce qui détruit tout, en fait. Et ça, c'est ce que j'appelle, et je termine là-dessus, ce que je disais aux gosses, alors ça va le faire rigoler, parce qu'il est prof de philo, il est philosophe, mais c'est que je parle beaucoup de l'allégorie de la caverne. Je veux dire. Ouais, parce que c'est pour faire un peu un télo. Hein. De temps en temps, je sors des trucs comme ça. À l'ULB. Ouais, c'est ça. En fait, l'allégorie de la caverne, c'est un truc que j'avais vu à l'UNIF, première année, il y a longtemps. Je sais pas, le prof l'avait sorti comme ça, et je dormais et j'écoutais d'une oreille, et je me dis, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le mec, on dit qu'il est philosophe, il te parle d'un mec à poil accroché dans une grotte. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, tu vois? Puis, sur le retour, j'ai pris le tram. J'ai pris le tram, et le tram, il passait d'Ixelles, tu vois. Je crois que c'était le 92, si je me souviens bien. Passait d'Ixelles et tu voyais que plus il se rapprochait de Scarbeck d'où je venais, plus il rentrait dans la grotte en fait. Tu le voyais, c'était flagrant. Et là j'ai ouvert les yeux, je me dis putain, ils ont raison en fait. On est enfermé quelque part, pas nécessairement physiquement. Et en fait, je n'ai que des idées sur les autres, ceux que j'appelle les autres, sur leur manière d'être, sur leur manière de bouffer, leurs différences. Je n'ai que des idées là parce que finalement, je me suis enfermé dans un ghetto physique, et t'es bien dans le ghetto physique, parce qu'on se sent protégé, parce qu'on n'est pas différent. Donc, du coup, on se comprend. Donc, du coup, si j'ai égorgé 5 moutons la veille, je peux le dire à mes copains à l'école, tu vois, ce que je ne pourrais pas faire si je vais ailleurs. Donc, on se sent protégé, finalement. Et on ne se rend pas compte qu'on s'enlise dans un ghetto moral. Et celui-là, j'en parlais tout à l'heure, celui-là, il est compliqué. Hein.
Sortir du ghetto moral, c'est compliqué. Et donc, oui, il y a des responsabilités de ces communautés inexistantes physiquement, mais qui sont bel et bien là, dans des quartiers. Vous sentez qu'on est enfermé là, qu'on ne peut pas nécessairement faire ce qu'on voudrait faire comme on voudrait le faire, parce que le regard qu'on porte sur l'autre est complètement biaisé. Et c'est dans les deux sens, vous aviez raison, bien entendu. C'est le musulman sur le non-musulman et le musulman sur le musulman. Mais il faut aussi, à ce moment-là, vu que le non-musulman l'admet, en disant, voilà, ouais, peut-être qu'il faut que je change un peu mon regard, pas d'amalgame, on l'a entendu, tous ne sont pas les mêmes, il faut que de l'autre côté, ça marche aussi. Je veux dire, il faut qu'on arrête avec ce eux on nous, qu'on arrête avec ces différences, qu'on arrête avec moi j'ai la certitude de la vérité, moi je suis la pureté, l'autre pas, parce que c'est là que ça commence. Si cette graine-là, elle est plantée, après Daesh, ils ont juste à mettre un peu d'eau, hein, je veux dire, c'est tout, ça pousse. Donc je pense qu'il y a des responsabilités des communautés, et c'est pour ça que notre combat, nous, il est très scolaire, c'est plus avec les gosses, parce qu'on se dit que là, il y a encore moyen. Si on les mélange, s'ils font des trucs ensemble, ce que nous on appelle le faire ensemble, tu vois, s'ils font un truc ensemble, si juifs, musulmans, athées, cathos, ça n'a plus aucune importance, si discrimination rassemble toutes les discriminations. Donc, si je me lève pour me battre pour qu'une fille ait le droit de porter un voile en rue sans qu'on l'agresse, qu'elle ait le droit à un travail, je me lève en même temps pour me battre pour qu'un homosexuel ne soit pas discriminé, parce qu'il l'est. Voilà. Et on a souvent séparé ces combats-là. Et je pense qu'ils doivent être regroupés, ces combats-là. Et je pense que très jeunes, il faut qu'on inculque ça aux gosses. Vraiment, très jeunes, leur dire, il n'y a pas de eux et nous, en fait. Il n'y a pas, c'est juste, et mettre en avant l'identité commune. Quand je parlais du Belge 1.1 pour déconner, ben, le 1.1, ce qui est après le point, c'est ma religion, vous vous en foutez. C'est ce que je fais chez moi. Mais ce qui est avant le point, c'est l'identité commune, en fait. Et si on arrive à mettre ça en place, si on arrive à prouver que je suis 1 million de fois plus proche de toi que d'un Indonésien musulman, j'ai rien à lui dire, moi, au gars, hein, si je le rencontre demain, je ne sais pas en quelle langue il va me parler. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant, l'identité qui est en commun. Ce qu'il y a derrière, on s'en fout. Et ça, les communautés doivent apprendre ça aussi. Voilà, c'est tout. Je finis là-dessus. Bien difficile de terminer après tout cela. Ah, vous criez Mazel Tov, c'est bon aussi? Non, mais je voudrais juste dire quelque chose, comme ça je termine dans le même ton que la pièce finalement, puisqu'elle se termine avec « il faut éduquer, il faut éduquer ». Et pour attirer l'attention, puisque nous sommes à l'université et puisqu'on a parlé de ce qu'il faut essayer de changer dans les mentalités, d'un élément qui se développe et auquel on ne fait pas attention, c'est qu'on a peur aujourd'hui des mosquées, on a peur de certains prédicateurs, on a peur des djihadistes, mais un élément qui se distille et qui, même chez ceux qui sont très éduqués, qui ont fait de l'université, leur fait faire marche arrière, c'est qu'il y a aujourd'hui des prédicateurs au sein des petites communautés de filles, des maisons, d'été que l'on prend ensemble et qui sont des ignorants qui vous distillent justement qu'il faut rentrer comme ça dans les toilettes et se laver de telle manière. Et contre ça, c'est très difficile de combattre parce que ce n'est pas public et que dans le même temps, c'est en train de pousser à une ignorance qui là est extrêmement dangereuse pour nos sociétés. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter, je n'ai pas parlé longtemps aujourd'hui, j'ai d'ailleurs pas beaucoup parlé parce que j'ai l'impression que ça... Je voyais le public et ça roulait tout seul. Et je pense que c'était important. Je voudrais d'abord remercier Firouzeh parce qu'elle nous a apporté vraiment une clarification pédagogique et aussi un engagement intellectuel. Je trouve que c'était vraiment très bien. Et je voudrais aussi remercier Ismaël pour plusieurs choses. D'abord pour la pièce, bien entendu. C'est la deuxième fois que je la vois. Bon, on a débattu ensemble aussi avec Boualem Sansal et je commence à avoir un très très grand plaisir, non pas à dialoguer avec lui parce que je dirigeais plutôt les débats. Et il y a quelque chose qui m'a fort touché, c'est que quand tu parles d'intégration, le mot intégration en général, ça peut vouloir dire des choses très positives. Les Noirs américains, ils se sont battus pour l'intégration contre les Blancs racistes qui n'en voulaient pas. Et donc on se dit intégration, c'est bien, les gens sont ensemble, ça peut au fond vouloir dire ce que nous recherchons tous. Et pourtant,
ça peut être reçu de façon extrêmement humiliante et méprisante. Et je pense que vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce que tu dis, de l'intégration dans la pièce, etc., je pense que les non-musulmans, enfin ceux qui ne sont pas musulmans, ont aussi un travail très très important à faire. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est, bon, j'admire beaucoup le courage d'Ismaël, il en faut, étant donné l'immensité des problèmes qui se posent. Et quand tu as dit tout à l'heure quelque chose, donc on t'avait posé la question sur les débats, est-ce que ça avait suscité chez toi, et tu as dit, il y a cette fille qui est venue me voir, et puis elle fait son coming out, elle te dit qu'elle est homosexuelle, tu ne parles pas de l'homosexualité dans la pièce, et ça c'est très très important, ça veut dire que la pièce est en train de libérer quelque chose au-delà même de ce qui a été dit dans la pièce, et ça je trouve que c'est tout à fait formidable. Merci beaucoup à tous les deux.